Comment croyez-vous qu'on peut améliorer cette situation? Je pense qu'on peut faire quelque chose. C'est question d'aimer d'abord la vie et question d'aimer son pays. Parce que l'amour du pays peut faire en sorte que tout le monde considère qu'il y a une priorité. Et la priorité, ça va être la paix. Et donc pour améliorer cela, il y a aussi, ce n'est pas un secret, notre pays c'est vraiment un scandale géologique. Qui oublie que dans notre pays, il y a beaucoup de richesses. Mais ces richesses profitent à qui? Il y en a des gens qui sont en train d'exploiter des richesses. Il y en a des gens qui ont signé des contrats, plusieurs contrats ont été signés. Mais ça profite à qui? Il y a les dirigeants qui sont là-bas. Est-ce qu'ils sont en train de viser l'intérêt général de toute la population? Ils sont là-bas, ils ont été élus. Nous avons fait, les élections ont été organisées chez nous en 2002, en 2006 avec l'appui de la communauté internationale. Mais qu'est-ce que ça a donné? Évidemment, il y a une ouverture, les contrats ont été signés, il y a les aspects des minéraux, il y a beaucoup de richesses. Mais est-ce que la population en profite? Or, c'est le moment où jamais, quand il y a beaucoup de richesses comme ça, que l'État signe des contrats pour la raison de liberté d'entreprise. L'État doit signer des contrats avec qui peut venir exploiter chez nous. Mais en contrepartie, la population doit bénéficier, doit jouir de cela. Et donc, la volonté doit d'abord être la volonté des hommes politiques qui doivent avoir à cœur les soucis d'améliorer les conditions de la population. Mais aussi la volonté de la population à travailler. Parce que, reconnaissons aussi notre réalité, c'est que le sens du travail, ce n'est pas le sens ordinaire que tout le monde peut donner au travail. Si je prends le sens du travail dans mon pays, ce n'est pas vraiment le sens ordinaire qu'a tout le monde sur les questions de travail. Parce qu'il faut produire, il faut beaucoup travailler pour être payé évidemment, mais aussi pour permettre l'amélioration, l'élévation du niveau de vie. Au Congo, il y a des minéraux, il y a des contrats qui sont signés, il n'y a pas de routes, nous n'avons pas de routes. Même des routes de dessert agricole, là où les gens doivent aller chercher la nourriture, importer, exporter, c'est difficile. Il n'y a pas des hôpitaux. Les gens, nous sommes en train de mourir jour après jour. Il n'y a pas des hôpitaux. Alors qu'on est en train d'exploiter de l'or, les diamants, les coltans, des bois qui oublient. Et encore beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, on a appris qu'on a découvert qu'il y a encore le pétrole quelque part. Bon, finalement, ça va profiter à qui? Et donc, la volonté d'améliorer la condition, d'améliorer la situation de la population, doit partir d'abord de la volonté, de l'amour des gouvernants, l'amour du pays. Les gouvernants doivent aimer le pays, mais aussi nous, la population, nous devons aimer notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur la question des connaissances de droits. Quand les gens savent qu'ils ont des droits, quand les gens sont informés sur ce qui est en train de se passer, certainement ils vont revendiquer, ils vont réclamer. Vous avez signé des contrats. Qu'est-ce que vous avez réservé pour la population? Est-ce qu'il y aura des écoles pour nos enfants? Est-ce que nous allons avoir du travail parce que nous devons produire? Est-ce qu'il y aura des routes? Et tout le monde va se retrouver. Donc cette volonté, si elle est vraiment déterminante, ça peut quand même déclencher quelque chose. Mais aussi, nous avons besoin de l'appui, beaucoup de plaidoyer, parce que, mine de rien, quand le voix s'élève de l'extérieur, on assiste à un changement. Et donc, on n'a pas seulement besoin qu'on nous donne l'argent. C'est honteux qu'un pays avec beaucoup de richesses comme le Congo puisse dépendre à 80% dans son budget de l'extérieur. C'est vraiment honteux, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est cette réalité-là. Mais comment quitter cela? C'est question d'être responsable, de prendre en main la situation du pays et de réfléchir ensemble, de mettre des stratégies sur la table pour des stratégies intégrées. S'il y a des moyens, ça entre les privés comme les publics, réfléchissent ensemble et chacun retrouve son compte. Et je pense que ça peut améliorer, tant soit peu, la situation. C'est aussi un processus. Ça ne va pas changer comme par coup de baguette magique, mais avec la volonté, un processus, ça peut marcher. Parce que le changement de mentalité, c'était d'ailleurs ça, les slogans, quand il y a eu la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le feu, c'était la base, c'était le changement de mentalité. Les Congolais doivent changer de mentalité positivement. Et c'est quels Congolais? C'est les Congolais au pouvoir comme les Congolais dans la population. Et donc ça, c'est vraiment un facteur déterminant pour déclencher un processus, un début de développement. Pour finir, il y a 50 ans, il y a un demi-siècle de l'indépendance du Congo. Quelle valoration vous faites de la situation actuelle en comparaison à le Congo d'il y a 50 ans? Il a amélioré?
Moi, je vais paraître pratiquement pessimiste, hein, parce que d'abord le Congo a connu une colonisation très cruelle. C'était pas, elle n'a pas eu beaucoup de chance. C'était une colonisation basée sur l'exploitation. D'abord une propriété privée de Léopold II, et puis a été léguée à la colonie, à la Belgique. La Belgique s'était basée vraiment sur l'exploitation des richesses, la cruauté sur la population. Et après, Mobutu a pris le pouvoir. D'abord, successivement, on a tué Lumumba et tout. Mobutu a pris le pouvoir. Lui aussi, il a fait ce qu'il a fait, c'est pas un secret. La tyrannie sans pareil, on ne l'a jamais vécu, peut-être ailleurs. Mais au moins, voilà un peu le processus. Depuis la colonisation jusqu'à l'époque de Mobutu, on a vécu toujours une situation un peu bizarre, on ne comprend pas. La part de la population, la part des Congolais ne se faisait vraiment pas voir. Il y avait des intérêts privés qui primaient sur les autres intérêts. Et après, il y a eu la libération, c'est ce qu'on a dit, la libération du Congo, qui était d'abord Congo, devenu Zaïre, mais devenu encore la République démocratique du Congo avec Laurent Désiré Kabila. Ça n'a pas traîné. Les guerres aussi se sont succédées. Et après toutes ces guerres-là, et la situation, le panorama de la politique au Congo, on est encore colonisé par d'autres Congolais. Ils sont au pouvoir, ils nous colonisent encore davantage. Et donc moi, mon analyse, c'est que la situation depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas en train de s'améliorer. Évidemment, c'est grand, hein, le pays est grand, peut-être on ne peut pas directement palper des droits, que voilà, il y a ceci qui a changé par rapport à cela. Mais moi, je me dis que les 50 ans, dans les 50 ans, depuis que nous avons eu l'indépendance, il n'y a pas vraiment une grande amélioration. Seulement, l'amélioration, c'est que tout le monde sait que chacun peut accéder au pouvoir. On peut vraiment bien vivre les droits civils et politiques. Chacun peut se présenter comme candidat parce que tout le monde voudrait vraiment être au pouvoir. Et pourquoi cela? Parce que c'est l'unique occasion pour s'enrichir, pour avoir une maison, pour rouler carrosse, pour se permettre d'avoir des vacances, venir en Europe et faire étudier des enfants dans de bonnes conditions. C'est l'occasion. Alors, or, tout le monde aspire au bien-être. Comment on va y parvenir? C'est de passer au pouvoir. Voilà comment c'est encore un détournement, une façon un peu contraire de penser la chose. Et donc moi je me dis, dans les 50 ans, il n'y a pas vraiment une grande évolution, il y a quelque chose. Il y a les universités aujourd'hui dans presque toutes les provinces. Bon, il y a les femmes, avant il n'y avait pas autant de femmes à l'université. Aujourd'hui, il y en a des femmes, il y en a des gens, des hommes qui travaillent ensemble. Il y a eu fuite des intellectuels. Les intellectuels, aujourd'hui, l'enseignement au Congo, ça a quelle valeur? Les intellectuels, les professeurs d'université, comment ils sont traités? Aujourd'hui, les professeurs d'université, ils se retrouvent mieux ailleurs, dans des pays voisins. Des pays que moi j'appelle des petits pays par rapport à mon pays, mais au moins qui traitent un professeur d'université avec dignité. Et moi je me dis, si on ne sait pas d'abord élever le niveau même de l'enseignement, l'avenir du Congo, l'avenir, parce que le Congo c'est un pays avec une dynamique vraiment très jeune. L'avenir de cette jeunesse va être comment? Lorsque la base, l'enseignement est aussi laisse à désirer. Et donc, je pense, pour être vraiment correct avec moi-même, bon, il y a quelque chose, mais c'est insignifiant par rapport à ce que nous pouvons penser. Mais nous sommes des chrétiens, nous croyons à Dieu, nous pensons qu'on peut espérer des changements. Peut-être les 50 ans passés, les 25 ans, 50 ans autres qui vont venir, après, bon, on va assister peut-être à un changement radical et brusque, et les générations à venir, certainement, ils pourront vivre quelque chose. Mais la base serait la volonté des hommes politiques, ce serait l'essence de l'amour de la patrie, l'amour du pays, l'essence du respect des droits des autres, l'essence du souci des mieux-être de tout un chacun. Ça fera c'est que tout le monde va considérer que les Congolais ont pris conscience, les Congolais sont maintenant mobilisés comme un seul homme pour le développement de son pays, pour être comme toutes les autres nations, les autres grandes nations.